suis posé la question de savoir un peu les pourcentages de combien de gens, regardaient de la VF par rapport à la VO et en fait, c'est quasiment 75 des spectateurs en France en 2025 qui regardent de la VF par rapport à de la VO. Ah ouais. 75? C'est Et ça 75. m'étonne pas en vrai, C'est hein. pour ça que Ça pour compte on en en discute. cinéma ou... Ça compte cinéma, Eh oui. film sur les plateformes de streaming, ça compte la télé aussi. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Telk Talk en compagnie de vos 4 techos préférés. Nous sommes ici avec Coralie, Théane, Charles et Elaya. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de ma dernière trouvaille sur le net qui met vraiment un spotlight les techniciens de plateau télé. Je ne sais pas si vous avez vraiment vu passer ça sur vos réseaux sociaux, mais chez moi, que ce soit en anglais ou en français, on parle de ça. Écoute, je suis dans l'émission avec les plus belles lumières du monde. Ah, bah oui, c'est ça. Donc, ça ne peut qu'aller. L'émission française à la superbe lumière, c'est ce qu'on dit à l'international. Alors ici, on parle de la lumière du plateau de l'émission Le Quotidien, tenu par Yann Barthès. Et c'est pas anodin que les gens en parlent, déjà parce que les lumières sont très reconnaissables quand tu fais un zapping. Elles ont une qualité et une précision telles que d'après Internet, tout le monde rend bien, peu importe qui vous êtes. Alors techniquement, comment c'est possible ? Déjà, parce qu'il y a beaucoup de spots au plafond. J'ai vu sur un tweet, il y avait environ 5 cercles de lumière successifs au-dessus de la table. Donc, dans le premier, on trouve par exemple des spots de mouvement et des lumières diffuses. Ensuite, sur les 3 et 4 suivants, des follow spots qui sont en rangée. Et enfin, à toute l'extrémité, des panneaux LED en multidiode, ce qui fait que globalement, tout ce beau monde est arrangé de manière méticuleuse pour sublimer les traits de tous les invités. Là où l'émission télé classique porte que 1 ou 2 spots sur le visage de ses invités, à Quotidien, ils ont une spécificité, ils en mettent vraiment 3, 4, voire des fois 5. L'objectif, c'est vraiment de, déjà, aveugler les spectateurs et les invités, mais aussi de créer le moins d'ombre possible sur les visages pour qu'on ait la peau la plus lisse possible. Ça permet d'éviter, en fait, les traits disgracieux sur le visage et de masquer toutes les petites imperfections qu'on peut retrouver. Tout ça, ce travail de lumière, il est ensuite complémenté par la table de Quotidien. Parce que oui, même la table joue à un jeu, c'est jamais fini en fait, il y en a toujours plus. Déjà parce qu'elle est blanche et que le blanc, fun fact, ça reflète la lumière. Vous pouvez voir ça à la neige au Québec d'ailleurs. Et ensuite parce qu'il y a des LED incrustés dans la table qui permettent en plus de rajouter de la lumière sur toutes les personnes autour de la table. Et même si les invités, ils ont leurs 4 spots prédéfinis, tous les autres chroniqueurs autour de la table, du coup, bénéficient de cette lumière de LED qui fait qu'eux aussi, ils ont un teint rafraîchi. Globalement, du coup, tu as l'impression que les gens autour de la table de Quotidien sont bien reposés, qu'il y a une lumière chaleureuse et accueillante, ce qui donne tout de suite beaucoup plus envie que, par exemple, BFM TV. Sans viser personne, hein, attention. Oui, non, bien sûr. Et ce travail d'orfèvre, on le doit à Frédéric Dorieux. Alors Fred, on te remercie parce que grâce à toi et à l'amour que tu portes pour ton taf, t'as permis aux techniciens et aux techniciennes de la culture du monde entier d'être pour une fois celles et ceux qui brillent sous les projecteurs. Merci Elaya du coup pour cette chronique très intéressante et on va pouvoir passer à notre second invité. Salut l'équipe et salut à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on va décortiquer un vrai tour de force visuel et technique. On va parler du documentaire Le fantôme des Rocheuses. Je ne sais pas si vous l'avez vu ici. Je pense que je suis le seul à l'avoir vu. Donc je suis content de pouvoir vous en parler. C'est un film co-réalisé par le vidéaste Le Grand JD et le pisteur et photographe animalier suisse Neil Villard. Le film a d'abord été diffusé sur la radio-télévision suisse, la RTS, puis sur YouTube. Honnêtement, ça a fait l'effet d'une bombe dans notre milieu. Le pitch de base est simple mais fou. Julien et Neil sont partis dans l'ouest canadien pour pister un prédateur quasiment invisible dans la nature, le puma. Et là où ça devient une prouesse technique incroyable, c'est ce qu'ils ont réussi à ramener. Après des dizaines de jours à crapahuter par moins 20 degrés, ils ont trouvé une femelle et ses petits. Surtout, ils ont réussi à enregistrer l'image et le son de ces bébés pumas à l'état sauvage. Le tout sans jamais utiliser le moindre appât pour les attirer, c'est une première mondiale absolue. Ce qui m'a frappé en regardant ça, c'est le grand écart entre les nouvelles technologies et la difficulté du terrain. On le sait tous, la meilleure caméra du monde ne sert à rien si elle gèle sur place. Pour filmer de la faune sauvage de manière éthique, il faut rester à bonne distance. Ça veut dire utiliser des focales énormes. On parle de gros téléobjectifs, souvent du 600, 800, voire 1200 mm, et plus avec des téléconvertisseurs. Neil Villard marchait avec 20 kg de matériel sur le dos dans la neige et les pentes des Rocheuses, avec en permanence 1 ou 2 boîtiers
Plusieurs focales encombrantes, un gros trépied, des pièges photos, des batteries à l'infini, et j'en passe. Imaginez un peu la réalité du terrain. Tout commence d'abord par de longues recherches pour trouver la moindre trace dans la neige. Une fois une empreinte repérée, il faut pister l'animal pour comprendre son parcours. Le but ultime est de dénicher un endroit stratégique où le puma risque de revenir, et là, on se met en affût. Des heures interminables à attendre, totalement immobile dans un froid glacial. J'ai froid juste de lire ça. Mais là où le docu est une vraie masterclass, c'est sur le son. En documentaire nature, l'audio est toujours un cauchemar absolu. Vous ne pouvez pas équiper un puma qu'un micro-cravate. Saisir le petit feulement des bébés pumas relève du miracle technique et la méthode qu'ils ont employée est juste brillante. Ils ont profité de l'absence de la mère pour aller glisser discrètement un système d'enregistrement autonome directement à l'intérieur de la tanière. Ils ont laissé ce micro tourner pendant plusieurs jours. C'est grâce à cette ruse qu'ils ont pu capter des sons aussi intimes sans jamais interférer avec la famille. Waouh. La détermination de On va un. écouter ça tout de suite. Trop content. Trop hallucinant. Et ces bruits de feulement, c'est une première mondiale d'avoir des enregistrements d'aussi bonne qualité de bébés en milieu naturel, dans leur tanière, sans aucun appât, avec que du pistage traditionnel. C'est une vraie révolution. Ils ont l'air trop mignons. Vraiment. C'est fantastique. Ils ont l'air extrêmement doux, et même au son, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de son. On aurait dit des oiseaux. On dirait, Oui, je c'est suis vrai. d'accord, on dirait quasiment Ouais, des on dirait bruits des d'oiseaux. oiseaux. Alors que pourtant, c'est bien des félins, c'est bien des pumas. C'est quand même incroyable d'entendre ça avec une telle pureté. Pour tout le reste du tournage en extérieur, il faut évidemment tout capter à distance. Pour se faire ça, il faut des micro-canons hyper directionnels, de grosses bonnettes anti-vent pour bloquer le souffle et des préamplis ultra silencieux pour pouvoir pousser le gain sans faire monter le bruit de fond. La direction de la RTS a d'ailleurs félicité ce documentaire en disant que les séquences sonnaient incroyablement justes. Il n'y a pas de sound design artificiel hollywoodien rajouté en post-production, c'est la vérité du terrain. Au-delà du matériel pur, il y a une vraie réflexion sur notre métier. Le pisteur Neil Villard parle dans le documentaire de l'arythmie de l'être humain. En gros, notre technologie et nos cerveaux vont trop vite par rapport au rythme très lent de la nature. Pour faire de belles images animalières, il faut réapprendre à ralentir et à attendre. J'ai trouvé ça super intéressant. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Avec plaisir. J'aimerais bien savoir, Coralie, du coup, ce que tu as à nous proposer pour aujourd'hui. Alors moi, je vais déjà vous faire écouter un extrait. I don't want to be working in ballet or opera or things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. I just lost 14 cents in viewership, but damn, I just took shots for no reason. L'homme que vous venez d'entendre, c'est Timothée Chalamet, un des acteurs les plus en vogue à Hollywood en ce moment, notamment avec la sortie du film Marty Suprême l'hiver dernier. Et il dit ici quelque chose que j'ai trouvé très intéressant à propos de l'industrie des arts, qui ne souhaite pas travailler dans un secteur où la popularité de celui-ci n'est pas suffisante pour engendrer des retombées économiques nécessaires à la prospérité. Alors, on entend qu'aux États-Unis, terre-mère du capitalisme, la nécessité d'une aide publique ou d'un mécénat privé, ce qui est le cas pour le ballet et l'opéra chez eux, c'est pas forcément vu d'un bon œil, car ça vient justement remettre en cause la valeur même de la réussite et le système méritocratique qui fonde la société aux États-Unis. Mais dans d'autres pays, comme en France ou au Québec, le cinéma a besoin du financement des services publics dédiés pour exister, et je dirais tant mieux. En France, depuis 1946, notre cinéma bénéficie du soutien du CNC, qui a été créé dans le contexte d'après-guerre et qui avait pour première mission de remettre en fonctionnement les salles qui avaient été très endommagées par l'occupation et la libération et de soutenir la création et l'économie des œuvres cinématographiques. Aujourd'hui, le système d'aide du CNC s'est diversifié pour toucher les nouveaux médias comme le jeu vidéo ou le web, comme il y a des vidéos sur YouTube par exemple qui sont financées par le CNC. Il va également toucher de nouveaux territoires avec des aides aux régions pour moderniser leur cinéma et diffuser la culture là-bas. Et il y a également des partenariats avec le cinéma dans le monde, ça s'appelle l'aide au cinéma du monde. Et tout ça va permettre de favoriser la préservation, la diffusion et le renouvellement de nos patrimoines culturels.
Ici, au Québec, c'est la SODEC qui assure sensiblement les mêmes missions, avec un accent porté sur l'aide à la production des entreprises culturelles en langue française. En fait, le Québec, il va aussi beaucoup vouloir défendre la langue, donc je dis langue française, mais c'est le parler québécois notamment. Et en 2024-2025, la SODEC a soutenu 365 projets audiovisuels variés et le montant total des aides apportées s'élevait à 151,1 millions de dollars canadiens. Ah, Wow. That's a lot. Il y a un budget. Cependant, ces services restent fragiles. Par exemple, la SODEC a fait récemment face à des suppressions de postes qui suit la réduction globale des postes dans la fonction publique dans le but d'atteindre les objectifs budgétaires fixés par le gouvernement du Québec pour 2025-2026. Donc, on voit que, comme pour tout, chaque acquis reste soumis aux aléas politiques et aux aléas économiques. Et autour de moi, j'entends régulièrement ce débat. Où vont nos impôts Et dans une époque où la précarité s'accroît, je comprends qu'on puisse se sentir dépossédé d'une partie importante de notre capital pour alimenter des affaires que nous servent pas. Individuellement, on se dit moi, j'en ai pas l'utilité, donc pourquoi je devrais payer pour ça mais utiliser cette rhétorique, ce serait considérer que les services publics ne sont pas conçus pour l'intérêt commun, ce qui est faux par essence. Nous investissons dans la protection des points vitaux de notre système, la santé, l'éducation, l'assistance aux plus démunis, la recherche et l'art, et par extension le cinéma. L'art, c'est quelque chose de vital pour nos sociétés et il doit rester en dehors de la machine capitaliste. Les États-Unis nous ont toujours beaucoup influencés et de fait, je m'inquiète personnellement de la tendance à privilégier la rentabilité à l'utilité publique. je suis d'accord. C'est vrai que ça crée des débats. Arrêtez de me voler ma phrase finalement. Non, mais Je voulais ensuite passer à Charles qui a un petit sujet de débat pour nous aujourd'hui. Est-ce que ça te dirait de nous le présenter? bah oui, avec plaisir. Donc petit très grand sujet de débat. L'AVF dans la globalité en France. Parce que pour moi, elle est importante. Pour beaucoup de gens, c'est la VO, ça passe par la VO et pas par la VF. Parce qu'en fait, du coup, j'ai recherché un peu. Et donc, je suis tombé sur une statistique, pardon, le mot est compliqué, de l'IFOP, qui nous donne qu'il y a environ 80%, donc là, c'est encore plus haut, des 50 à 64 ans qui préfèrent la VF. Parce qu'en fait, du coup, c'est ce qui est quand même largement priorisé à la télé. En fait, si on prend juste la télé comme moyen de communication de base, c'est ce qu'on regardait à la base. C'est vrai que la de VO, base. c'est plus rare à la télé. La VO, j'en ai jamais vu à la télé, en tout cas, à part sur les chaînes américaines et anglaises. Donc voilà, je lance un peu ce débat de pourquoi elle est importante. En tout cas, moi, je vais commencer par. Pour moi, elle est hyper importante parce que c'est toute mon enfance. Tous les dessins animés, les films, j'ai regardé en VF. Puis j'ai une très grande culture française sur les films aussi. Genre, je préfère beaucoup les films français aux films américains. On me l'enlèvera pas, ça. De finesse dans mon cœur. C'est vrai que c'est compliqué pour moi de passer à la VO parce que j'ai du coup ancré pour certains films américains, par exemple, je vais citer The Mask avec Jim Carrey. J'ai ancré la voix d'Emmanuel Curtil et je trouve qu'il le joue extrêmement bien. Même si je rends ce qui est à César, Jim Carrey reste Jim Carrey, quoi. On peut pas lui enlever ça, c'est une entité. Emmanuel Curtil, c'est un grand doubleur, même pour beaucoup de films Disney. Ouais, je reconnais sa voix, donc faut lui rendre aussi tout ce qu'il a apporté pour le doublage. Moi, je suis une grande consommatrice de contenu dans beaucoup de langues différentes. J'ai tendance à prioriser la langue d'origine du contenu, évidemment, pour des soucis de synchro labial et d'intention de jeu qui sont souvent plus justes. Surtout, en tout cas, dans les années 2000, on avait beaucoup de doublages qui étaient très clichés et vrai. accentués. Ça donne de sacrés reviews sur YouTube avec des petits extraits compilés à la suite. C'est vraiment très très drôle. Mais après, j'ai aussi tendance à dire que l'art du doublage en France, en tout cas, c'est vraiment une institution qui, en ce moment, surtout, peine avec l'arrivée de l'IA. Il y a énormément de deepfakes de voix qui sont réutilisées. Et du coup, je trouve ça dommage de ne pas faire profiter l'industrie. Donc forcément, je suis pour, au niveau des personnes handicapées qui auraient des soucis, par exemple au niveau de la vue. Pour lire des sous-titres, ça peut être compliqué. L'audiodiffusion n'est pas tout le temps possible sur certains films, donc c'est dommage. Et ensuite, pour la jeunesse qui n'a pas encore appris à parler, par exemple, l'anglais, pour regarder des dessins animés comme les Disney, les Ghibli, par exemple, c'est vraiment dommage, parce qu'on ne fait pas tous LV3 japonais. Très peu Puis de c'est vrai personnes font que ça. tu soulèves un truc, tu parlais de l'intention de jeu, alors que sur un film, effectivement, on passe d'un Américain qui joue en anglais à un Américain qui joue avec une voix par-dessus en français. Des fois, on sent comme une sorte de décalage, comme tu disais, les films des années 2000. Mais par contre, sur tout ce qui est Disney et dessins animés,
là, ça rebalance totalement le débat parce qu'en fait, ça n'a Mm. plus rien à voir. C'est de l'animation. Donc, il y a toujours une histoire de synchro labial avec les dessins, mais en général, c'est quand même très bien fait. Et puis surtout, il n'y a plus vraiment d'intention de jeu de la part d'acteurs parce qu'on n'a plus d'acteurs physiques. C'est que, C'est vrai. c'est que du doublage. Et je pense que la VF a totalement raison d'exister dans les dessins animés. Tout à fait. Que ce soit les Simpsons, des petites séries comme ça, des petits dessins animés qui passent tous les jours à la télé, ou des grands Disney ou des grands Ghibli qu'on irait voir au cinéma. Je suis pas d'accord. Je suis pour la VF dans tous les cas pour des raisons d'accessibilité, pour des raisons de confort, parce qu'on n'a pas envie des fois de se taper un film en russe sous-titré en anglais. Et puis même pour les personnes plus âgées ou même les personnes parce qu'on n'est pas tous des cinéphiles hardcore, donc c'est ok. Genre moi je vais jamais curse quelqu'un s'il regarde ces films en VF, mais moi personnellement je regarde tous mes films, y compris les films d'animation, même les films d'animation de mon enfance. En VO, je crois que j'ai une seule exception parce que moi, ce qui me dérange, c'est déjà il y a des problèmes de traduction, surtout dans les vieux films Disney. Ce qui m'a le plus marqué, c'est les traductions des. Moi, j'ai beaucoup regardé des Disney princesses, voilà. Et sur la traduction des films comme Cendrillon, sur les chansons, on passe d'une chanson où le personnage principal genre parle la chanson du début, c'est A Dream is a Wish Your Heart Make. Et c'est une chanson d'espoir, de toujours continuer à croire en ses rêves et aller de l'avant. Du coup, sa version française, le rêve d'une vie, c'est l'amour. Dans la version originale, à aucun moment, Cendrillon, elle parle d'amour. Et dans la version française, on l'a fait passer un peu pour une nunuche et ça me casse les pieds. Voilà. Et il y a beaucoup de chansons sur les Disney princesses qui ont été mal traduites comme ça, où on va subtilement glisser des clichés plus ou moins misogynes dans nos traductions. Et oui, ça me pose un problème parce que même si c'est pas l'acteur qui vient... on vient pas trahir l'intention du jeu de l'acteur, on vient trahir l'intention d'écriture des scénaristes. Et ouais, ça me pose pas mal de problèmes. Et il peut y avoir quand même des problèmes d'intention de jeu de l'acteur dans le cinéma d'animation. Moi, je pense notamment au film d'animation Spider-Man Into ou Across the Spider-Verse. Je crois que c'est New Generation en français. Oui. Ils sont traduits des titres anglais par des titres anglais. Ça, je comprendrai jamais. Mais parce que du coup, Miles Morales, c'est un personnage afro-américain avec des origines espagnoles qui vient de Brooklyn, je crois. Ouais, je crois qu'il a des origines de Puerto Rico, si je dis pas de bêtises. Pardon, j'ai eu un flash de Bad Bunny. Non, il vient de Brooklyn. Ouais, et du coup, moi, je l'ai vu en VF à la télé et après en VO. C'est aussi, je me permets pas mal la comparaison parce que j'ai beaucoup regardé mes films en VF et en VO suivant la disponibilité des cinémas. Si je l'ai vu à la télé, après quand je regarde chez moi, je regarde en VO. Et du coup, j'ai vu la différence de l'accent et de la manière de parler qui fait hyper authentique en version originale et on perd tout ce bagage culturel dans la version française. Et It's Giving effacement culturel. Et ça aussi, ça me pose un problème. Encore une fois, moi, je suis pour l'existence de la VF en elle-même, pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Je suis contre l'IA dans toutes les situations. Mais je pense que c'est important aussi de... mais dire que pour le cinéma d'animation, c'est moins grave ou ça trahit pas forcément les intentions de jeu, je pense que c'est faux. Et c'est important aussi de défendre le doublage original des films d'animation. Mais moi, je suis pour des meilleurs doubleurs et des meilleures traductions. J'ai une dernière petite chose à dire, si ça vous va. Après, on pourra laisser le mot de la fin à Charles. Je voulais juste préciser que dans certains cas, pour de l'animation surtout, globalement, comment ça se passe quand des doubleurs anglophones travaillent sur un projet ? Ils ont une ébauche, ça marche aussi dans le milieu du jeu vidéo si jamais, mais ils ont une ébauche de ce qu'il va y avoir à l'écran ensuite, sous leurs yeux, et c'est sur ça qu'ils vont jouer les scènes qu'on leur passe. Tandis que dans la version française, il y a forcément déjà le produit fini, ou beaucoup plus abouti en tout cas, et ensuite, eux, ils vont écouter la version originale et baser leur jeu et leurs intentions sur ce qui a déjà été produit. C'est une manière différente de travailler, ce qui fait qu'on n'a pas nécessairement le même résultat.
Je pense par exemple à une scène dans Steven Universe, qui est un dessin animé qui passait sur Cartoon Network. Il y a une chanson qui est interprétée par le personnage de Pearl qui était tellement émotive quand l'actrice originale l'a enregistrée que l'équipe d'animation a dû refaire l'entièreté du clip à la main de la chanson parce que justement ils voulaient coller à cette version larmoyante de la performance de l'actrice. Donc c'est un petit détail que je trouve assez intéressant. J'aime beaucoup cette précision. J'adore cette petite fact. J'adore. Je suis remplie de fun facts. J'ai un autre fun fact si vous voulez la team. Vas-y, on adore les fun facts. Pour continuer dans ce que je disais, que pour moi c'était surtout important de choisir des meilleurs doubleurs et avoir des meilleures traductions, ça me fait penser, je crois que c'est Martin Scorsese qui choisissait lui-même ses doubleurs français pour ses films parce que justement il avait à cœur que son art et sa vision de réalisateur il s'exporte bien à l'international parce que comme tu l'as dit avec tes stats Charles, on va pas forcer les gens à regarder les films en VO. Miyazaki aussi, il choisit ses propres actrices et ses propres acteurs de doublage français notamment, surtout vu que Nausicaa et la vallée du vent était le premier film Ghibli qui a été importé à l'international. Il a choisi la doubleuse Adeline Chetaï pour faire sa voix pour Nausicaa et ensuite il l'a rechoisi pour Kiki de Kiki la petite sorcière. Mais là où du coup c'est hyper... je trouve du coup que ça reste important pour les gens et même pour du coup les réalisateurs, les créateurs, c'est que du coup ils se rendent compte de la puissance de la VF aussi. Je trouve que c'est ça aussi, c'est que du coup s'ils en viennent à choisir leurs acteurs de VF, c'est pour eux ça leur importe qu'on comprenne bien leur film à l'international. Et c'est ce que j'aurais dit par rapport à ce que tu disais Théane, ou même ce que vous avez tous dit, c'est que ouais c'est hyper important pour l'accessibilité, mais là où moi je trouve ça aussi important, c'est que pour ceux qui connaissent pas aussi forcément la culture américaine, culture anglaise, toutes les Très cultures juste. du monde, le fait d'avoir un bon comédien en l'occurrence, qui arrive à traduire des blagues avec la version en français de cette blague, je trouve ça fou. Parce que du coup, ça te permet d'avoir une compréhension, alors que si c'était une blague qui se comprend qu'en anglais et que traduit en français, elle ne veut rien dire, C'est dommage. Vraiment. voilà, on perd complètement sa source, en fait, son essence. Mais pour faire une comparaison, moi je lis par contre tous mes livres traduits, même si je parle suffisamment anglais pour lire la plupart de mes livres, je pourrais les lire en VO, mais pour le coup, moi, pour la littérature, je suis attachée à la VF par confort, par habitude et parce que j'aime la langue française aussi. Et justement, d'ailleurs, j'ai vu la baisse de qualité de la traduction dans la littérature ces dernières années et je trouve ça vraiment dommageable parce que la majorité du contenu culturel que l'on consomme, il est traduit et pour étendre c'est ça en fait la VS, ça permet juste d'être accessible et c'est hyper important cette accessibilité là donc s'il vous plaît payez mieux les traducteurs et arrêtez avec l'IA, that's bullshit. Et bien on va s'arrêter là je pense, pense c'était qu'on peut une finir très là-dessus. très bonne session, ouais. Et bien merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Telk Talk, c'était Coralie, Théane, Charles et Elaya, on vous dit à la semaine prochaine et on vous laisse avec l'outro, pensez à checker nos réseaux, bye. Bisous.